Le mois de février touche à sa fin. Près de 20 000 grues du Canada survolent les escarpements de grès du Nouveau-Mexique en direction du nord et du cœur des Rocheuses. Ce système montagneux s'étire sur 4 800 km et forme la colonne vertébrale de l'Amérique du Nord. Il part du centre du Nouveau-Mexique et remonte le continent jusqu'au nord-ouest du Canada. Il englobe plus d'une centaine de chaînes et de massifs et des dizaines d'habitats différents. Entre champs de dunes mouvantes et vallées escarpées. Dans cette immensité, d'innombrables familles d'animaux sont sur le point de prendre un nouveau départ. Mais ces montagnes doivent aussi faire face à un défi moderne. L'homme et l'urbanisation empiètent de plus en plus sur les espaces naturels et sur leur faune. Comme elles le font depuis des millions d'années, les Rocheuses commencent à sortir de leur torpeur hivernale. Elles se préparent à accueillir une nouvelle génération. Des semaines après avoir quitté le Nouveau-Mexique, les grues rejoignent enfin leur lieu de naissance, dans la vallée de Yellowstone. Quand elles s'installent quelque part, elles aiment avoir leur espace personnel. Elles adressent un message sans équivoque à tous ceux qui les entourent. Cet endroit nous appartient. Ce petit, âgé d'1 an, a fait le voyage avec ses parents et veut rester à leur côté. Mais il est temps pour eux de renouveler leurs vœux avec une danse. Le petit les observe attentivement. Il enregistre les mouvements qu'il reproduira un jour pour séduire sa partenaire. Le spectacle s'achève dans un ultime mouvement. À présent, ils n'ont plus qu'à attendre. L'habitat unique des Rocheuses a toujours été un lieu emblématique des enjeux de conservation animale. Et le parc du Yellowstone, premier parc national au monde, bénéficie d'une préservation exceptionnelle. À la fin de l'hiver, les jeunes familles partent à la découverte du monde. Beaucoup de petits vivent leur première grande excursion à l'air libre. C'est le début d'une période de jeu, d'exploration et de chamaillerie entre frères et sœurs. La patience des mères est parfois mise à rude épreuve. Mais cette phase d'apprentissage est essentielle, aussi éphémère soit-elle. Ce printemps est le dernier que cette mère grizzly joueuse passera auprès de son petit, âgé de 3 ans. Pour certains, cette saison marque la fin d'une époque. Pour d'autres, c'est le début d'une nouvelle aventure.
Dans les prairies du Yellowstone, une bisonne est en train de mettre bas. La jeune maman libère son petit de la membrane qui l'entrave. Le coup de foudre est immédiat. Son cerveau est submergé par les mêmes hormones qu'une mère humaine. Durant les prochains mois, son enfant sera son unique préoccupation. Elle sera entièrement dévouée à son éducation et à sa protection. Il y a entre 55 et 80 millions d'années, une période d'intense activité tectonique remodèle la moitié ouest de l'Amérique du Nord et donne naissance aux Rocheuses. Cet immense mur de montagne exerce une influence considérable sur le climat de toute l'Amérique du Nord. Les courants aériens en provenance du Pacifique sont perturbés dans leur circulation vers l'est par les Rocheuses, avec pour effet la création d'énormes cyclones à travers les grandes plaines. Tout comme les Rocheuses ont transformé les terres, elles ont aussi façonné les animaux qui y vivent. Un seul grand mammifère passe la totalité de son existence au sommet des Rocheuses. Même au plus fort de l'hiver, la chèvre des montagnes rocheuses reste dans les hauteurs et affronte des conditions auxquelles quasiment aucun autre animal ne pourrait résister. 2 femelles et leurs chevreaux âgés d'1 semaine avancent avec précaution dans une neige de plus en plus molle. Cette mère connaît le versant de la montagne dans ses moindres recoins et elle sait identifier un risque d'avalanche quand elle en voit un. Son petit est né dans ce monde vertical doté de toutes les qualités nécessaires pour devenir un alpiniste accompli. Il ne lui manque plus que la pratique. Et à cet égard, il est à bonne école. Il se dirige vers des prairies d'alpage dans l'espoir d'y trouver de jeunes pousses. À plus de 3000 mètres d'altitude, le temps peut changer de façon soudaine. Mais maman est patiente et rassurante. Et personne n'est mieux équipé pour affronter l'orage. À mesure que les journées s'allongent, le printemps s'installe et tisse des tapis de fleurs sauvages. Les prairies du parc national de Glacier se couvrent d'herbes d'ours. Et des balsamorrhiza colorent les collines ondulantes de l'ouest du Montana. Les mouflons canadiens et les chèvres des montagnes rocheuses se régalent. La naissance des petits mouflons est parfaitement synchronisée avec ce banquet printanier.
Dans les recoins isolés de ce versant de la montagne, les mères prennent soin de leur nouveau-né. Cette retraite initiale peut durer plusieurs jours et les aide à tisser des liens. Ils découvrent leurs odeurs respectives, mais aussi les sons qu'ils émettent avant de rejoindre le reste du troupeau. Pour une de ces familles, la tâche sera doublement difficile. Fait rarissime chez les mouflons canadiens, cette brebis a eu des jumeaux. Et comme il se doit, elle sera 2 fois plus sollicitée. À chaque heure qui passe, ces petits deviennent plus forts. Ils sont joueurs et débordent d'énergie. Malgré tout, ils n'ont pas encore le pas très sûr. Les agneaux sont vulnérables au cours de leurs 2 premières semaines. Pour leur sécurité, ils ont tout intérêt à rejoindre le troupeau au plus vite. Pour survivre dans les Rocheuses, il faut grandir rapidement. Beaucoup de petits deviennent autonomes en l'espace d'une saison. Mais au tout début de leur vie, ils dépendent entièrement de leur mère. Ce rôle est plus exigeant pour certaines que pour d'autres. Avec 11 petits à nourrir, cette renarde a fort à faire. Élever une telle portée n'est pas seulement épuisant physiquement, cela demande aussi une patience hors pair. Heureusement, cette mère en a à revendre. La mère des jumeaux pourra s'en inspirer quand ses agneaux deviendront plus aventureux. Une mère grizzly sort d'une épaisse forêt avec ses 3 petits derrière elle. C'est leur première grande sortie hors de la sécurité de leur tanière. Quand ces oursons sont nés, en plein hiver, ils n'étaient pas plus grands qu'un écureuil. Durant des mois, leur mère les a nourris, tandis que pour sa part, elle ne mangeait rien. Ces petits sont toute sa vie, et elle est toute la leur. Malgré cette mère férocement protectrice, les oursons sont vulnérables. Ils restent le plus près possible d'elle et font tout pour attirer son attention. Mais il lui faudra plus que de l'herbe pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est temps pour ces petits de découvrir leur nouvelle demeure. Un monde extraordinaire de bassins bouillonnants et de montagnes fumantes. Ils vivent au-dessus d'un des plus grands systèmes volcaniques actifs de la planète. La caldeira de Yellowstone est juchée sur un réservoir de magma de près de 50 km de profondeur. Au fil des jours, la mer emmène ses petits de plus en plus loin à travers son territoire. Mais ces excursions ne sont pas sans risque. Une rencontre avec un grand mâle pourrait coûter la vie à ces oursons. Elle devra rester vigilante si elle veut tenir sa famille hors de danger.
Mettre des petits au monde aiguise les sens. Et la relation qui en découle est de loin la plus forte dans la vie d'un animal. Notre famille de grues n'en est encore qu'au tout début avec sa nouvelle progéniture. Après un mois d'attente, les œufs commencent à éclore. Un premier oisillon est déjà sorti. Mais le second n'est pas encore tout à fait prêt. Son œuf épais s'est lentement altéré à mesure qu'à l'intérieur il absorbait son calcium. Une éclosion peut durer des heures. Mais maintenant que son premier petit l'a rejointe, la mère a hâte que le second l'imite. Elle tapote la coquille pour finir de la briser. Grâce à ce petit coup de bec, l'oisillon encore tout recroquevillé est enfin libre. Le père ne laissera aucun intrus s'approcher. En l'espace de quelques heures, les deux petits se tiennent sur leurs pattes. Au menu de leur premier repas, les coquilles d'œufs pulvérisées. Elles les aideront à prendre rapidement des forces. Le premier éclos taquine déjà son cadet. Comme la plupart des parents, les grues apprennent sur le tas. En nourrissant les oisillons séparément, elles évitent qu'ils se battent et font en sorte que les deux reçoivent les mêmes rations de nourriture. Chasser les vers et les insectes paraît simple quand on voit faire les grands, mais ce n'est qu'une impression. À la fin de l'été, ces petits feront la même taille que leurs parents. Dans les hauteurs, cette période sans neige est de courte durée. Alors pendant que les mères broutent avidement, les petits font connaissance et jouent au roi de la montagne. Tout en s'amusant, ils s'entraînent à évoluer dans leur monde vertical. Les mères viennent récupérer leurs petits et le troupeau se remet en route. Mais dans l'agitation, un chevreau a perdu sa mère. Il l'appelle, mais elle ne répond pas. Il ne la voit nulle part et ne flaire pas son odeur. Les chèvres des montagnes rocheuses perdent leur toison d'hiver en ce moment. Elles peuvent changer d'apparence du jour au lendemain. Pour savoir qui est qui, le petit est contraint de s'approcher pour flairer.
Les unes après les autres, les chèvres le rejettent. Personne ne veut de lui. Le soleil commence à décliner et le chevreau est de plus en plus inquiet. Dans un ultime effort, il part à la suite d'une femelle solitaire qui s'éloigne. Arrivé à son niveau, il la flaire avec prudence, échaudé par ses multiples tentatives. Mais cette fois, c'est la bonne. Alors que le soleil s'apprête à se coucher, il s'installe pour la nuit sur un escarpement voisin. Le chevreau est aux anges, il a retrouvé sa mère. Dans cette montagne, leur lien est la clé de tout. Chez les grues, les deux oisillons occupent leurs parents à plein temps. Ils ont un appétit d'adolescents et peuvent grandir de plus de 2 cm par jour. Ils auront besoin de force pour migrer vers le sud à l'automne. Mais dans l'immédiat, cette famille a un problème plus urgent à résoudre. Sa petite zone humide est perdue au milieu des maisons. Bien avant l'apparition de cette bourgade du Montana, ce secteur faisait partie d'un vaste réseau de zones humides, fréquentées par des générations et des générations de grues. Ce couple s'accroche obstinément à cette petite parcelle, mais c'est un choix risqué. Seul un oisillon sur 10 atteint l'âge adulte. Et en milieu urbain, cette moyenne est encore plus basse. Aussi protecteurs que soient leurs parents, les deux petites grues vont devoir développer de nouvelles aptitudes pour survivre à ce labyrinthe bétonné. Le père va et vient en jetant de l'herbe et des brindilles en l'air. Il envoie un message « N'approchez pas ». Habituellement, les questions de sécurité se règlent en quelques battements d'ailes. Mais en attendant que les petits soient en âge de voler, la famille est clouée au sol. Malgré tout, les oisillons grandissent vite et les parents décident de quitter cet environnement. Une fois partis, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ils s'en vont pour plus de sécurité, mais d'abord, un voyage périlleux les attend. Avec prudence, les parents s'élancent sur la route. Les petits descendent un toboggan d'asphalte pour les suivre. De toute leur jeune vie, ils n'ont jamais été autant à découvert que sur ces 4 voies. Il faut regarder droit devant soi, comme un funambule. Et quoi qu'il arrive, ne jamais regarder vers le bas,
de la route. Et quoi qu'il arrive, ne jamais se retourner ou changer d'avis. Ils ont survécu à cette première aventure. Mais à l'automne, ils se lanceront dans une véritable odyssée, la grande migration vers le sud. Le brouillard enveloppe les cimes de l'ouest du Montana. Chez les mouflons canadiens, une nouvelle journée commence. Pour ces jeunes agneaux, c'est une nouvelle occasion de s'amuser. Que la fête commence! Sur les terrains trop abrupts, beaucoup de petits ont encore le pas hésitant. Les mères s'inquiètent de voir leur univers s'agrandir de façon aussi radicale et soudaine. Elles font de leur mieux pour assurer leur sécurité, ou du moins pour ne pas perdre leurs traces. Ces jeunes béliers ne se posent pas tant de questions. Ils comptent bien pousser les tout-petits à se bouger. Ce que les agneaux apprennent à travers ces jeux leur servira jusqu'à la fin de leur jour. Les mouflons canadiens forment des alliances qui durent toute la vie. Les jumeaux se sont fait un groupe d'amis qui compte presque autant pour eux que leur mère. Cette maman intervient rapidement pour rassurer son petit, mais elle le pousse tout aussi vite à repartir jouer. Pour survivre, il faut qu'il prenne confiance. Aux yeux des parents, les enfants grandissent en un clin d'œil. Mais pour les petits, chaque nouvelle journée est une aventure infinie. Il s'agit de tisser des liens, de découvrir leurs limites et tout ce dont ils sont capables. Et bien sûr, de se faire confiance. Avec les beaux jours, l'eau jusque-là bloquée sur les sommets commence à fondre. Les rivières gonflent sous l'effet des ruissellements et produisent une force colossale.
la rivière Lamar est déchaînée. Le troupeau de bisons est confronté à de nouvelles difficultés. L'eau froide et agitée les fait s'arrêter près du bord. Les meneurs se lancent pour jauger le courant et tenter de traverser à gué. Les petits doivent rester proches, faire confiance au troupeau et surtout garder leur calme. Le courant est puissant et en fait hésiter plus d'un. À mi-chemin, dans la partie la plus profonde, un vent de panique se met à souffler. Un petit essaie de faire demi-tour. Il est emporté en aval, de plus en plus loin du groupe. Il lutte pour remonter le courant, tandis que sa mère l'observe, impuissante depuis la rive. Ses pattes faiblissent sous l'effet de l'eau glaciale et de l'épuisement. C'est son jour de chance. Il retrouve sa mère avec une conscience accrue de la puissance de la nature qui l'entoure. Dans la vallée de Yellowstone, d'autres petits sont moins chanceux. À la tombée de la nuit, un drame se produit. Au lever du jour, la mère grizzly paraît agitée. Elle souffle pour appeler ses petits. Mais ses 3 enfants ne sont plus que 2. Un des oursons a disparu. Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé, mais les petits ont probablement tout vu. Cette perte rend leur mère encore plus vigilante. Elle se retire dans la forêt pour allaiter les 2 oursons qu'il lui reste. Aucune famille n'est à l'abri des aléas d'une enfance dans les Rocheuses. Ici, la vie ne tient qu'à un fil. Et même si la mort des uns entraîne la survie des autres, rien n'est jamais aussi simple. Des bisons courent vers la dépouille d'une des leurs, une femelle adulte morte pendant qu'elle mettait bas. Nous nous rassemblons pour pleurer nos défunts. Est-ce si difficile d'imaginer que les bisons puissent faire de même ?
Les queues se dressent en signe d'alerte face à la présence du loup qui attend son heure. Le troupeau finit par se disperser. Mais un jeune bison de 3 ans reste sur place. Sans doute un fils qui continue de pleurer sa mère. Son odorat a beau lui indiquer qu'elle n'est plus, il est déterminé à la défendre. Nos points communs dépassent de loin nos différences, surtout quand l'amour et le deuil sont en jeu. Dans sa petite clairière, la mère grizzly continue d'allaiter ses petits. Une ombre passe à flanc de coteau et la fait se lever. Ce n'est peut-être qu'un bison, mais après ce qu'elle vient de vivre, elle ne veut prendre aucun risque. Elle reste aux aguets pendant que ses petits jouent. Elle est face à un choix que tous les parents connaissent. Quel degré de liberté accorder à ses enfants? À mesure que le soleil d'été dessèche les plaines, les tensions s'accentuent. C'est la saison des amours. Et pour notre jeune bison, tout a brusquement changé. Depuis des mois, il était collé à sa mère. Mais à présent, ce n'est plus lui l'objet de ses attentions. Les grands mâles, qu'il observait de loin jusque-là, commencent à s'approcher de trop près. Ils sont agités et courent après sa mère. Il tente de rester à ses côtés, mais c'est un choix risqué. À cette période de l'année, les mâles sont en concurrence pour gagner le droit de s'accoupler et font étalage de leur forme physique. Ils soulèvent d'épais nuages de poussière pendant qu'ils urinent, puis roulent leurs 900 kilos par terre. Ce bison envoie un message. C'est un panneau d'affichage chimique. Il prévient les autres qu'il est au sommet de sa forme. Un des grands mâles ne quitte plus la mère et son petit. Mais il s'engage sur un chemin semé d'embûches. Il est cerné et ses rivaux ont du répondant. S'il veut garder la bisonne rien que pour lui, il faudra qu'il fasse ses preuves. C'est une affaire sérieuse et dangereuse. Le destin de la prochaine génération dépend de l'issue de ces combats de gladiateurs. Pendant que les deux mâles s'épuisent, un troisième profite d'une ouverture.
Au milieu de ce chaos, les petits se rassurent mutuellement. Et comme dans toute compétition, un vainqueur finit par s'imposer. Les jeunes bisons vivent les derniers jours de leur enfance. Et d'ici 2 ans, ils s'affronteront pour de vrai. Mais avant, il faudra déjà qu'ils surmontent les épreuves que les Rocheuses leur réservent au cours des prochains mois. L'été touche à sa fin. Une femelle grizzly et ses oursons arpentent la vallée. C'est rarissime d'avoir encore 4 petits en bonne santé aussi tard dans la saison. Mais ce n'est pas une mère comme les autres. Il s'agit de Grizzly 399, la matriarche du parc national de Grand Teton. Entre deux bonds, les oursons jouent à la bagarre. Mais 399 est en mission. Sa famille est en état d'hyperphagie, une faim dévorante provoquée par la nécessité d'engraisser avant l'hiver. Au cours de cette période, elle peut facilement doubler sa masse corporelle. Ces petits font aussi des réserves, même si leur mère continuera de les aider pendant encore quelques années. Elle appelle ses oursons, comme elle l'a fait d'innombrables fois dans sa vie. Car 399 n'est pas qu'une mère. Elle est aussi plusieurs fois grand-mère. Née au cours de l'hiver 1996, elle fait partie des plus vieux grizzlies sauvages que nous connaissons et figure parmi les doyennes des Rocheuses. Ces montagnes s'étirent sur plus de 4800 km à travers l'Amérique du Nord. Elles abritent des habitats d'une valeur et d'une diversité exceptionnelles, et une multitude de jeunes animaux lancés dans un voyage passionnant à destination de l'inconnu et de l'âge adulte. Dans la chaîne des Tétons, les grues du Canada ont déjà entamé leur long retour vers le sud et leur quartier d'hiver du Nouveau-Mexique. Profitant des ascendances thermiques au-dessus des cols, elles traversent ensuite les Rocheuses du Colorado. C'est la partie la plus élevée de tout ce système montagneux. Plus d'une cinquantaine de sommets dépassent les 4000 mètres. Pendant que les grues poursuivent leur périple, la nature qu'elles survolent opère une transformation magique. Les coteaux verdoyants prennent des teintes dorées et les couleurs de l'automne se répandent à travers les Rocheuses. Les arbres se préparent aux rigueurs de l'hiver. Ils entrent dans leur période de dormance, une forme de vie ralentie, au cours de laquelle ils utiliseront l'énergie qu'ils ont stockée pour survivre aux jours sombres qui s'annoncent. Beaucoup d'animaux se préparent aussi. Pour eux, l'hiver est synonyme de pénurie. Les écureuils font tomber les pommes de pin les plus prometteuses avant qu'elles lâchent leurs graines sur le sol de la forêt.
Ils en stockent le plus possible en lieu sûr, avant que la neige ne recouvre le sol. Mais pendant que certains anticipent l'hiver, les wapitis mâles ont d'autres préoccupations en tête. C'est la période du rut dans le parc national des Montagnes Rocheuses. Les femelles s'inquiètent pour leurs petits et broutent autant qu'elles peuvent avant l'arrivée de la neige. Mais ce mâle a bien l'intention de maintenir sous sa coupe son harem d'une vingtaine de femelles. Ces cris sont des avertissements adressés à ses rivaux. Ils s'entendent à 2 km à la ronde. Cette démonstration de force vocale a pour but d'attirer les femelles et de repousser les autres mâles. Ils sont nombreux aux alentours, mais pour l'instant, sa stratégie fonctionne. La forêt de ces wapitis est accolée à la ville d'Estes Park. Des mâles s'affrontent sur le parcours de golf pendant que des femelles broutent sur les greens. Ce n'est pas si simple de garder la main sur un harem. Le troupeau a émigré en ville et ce wapiti passe plus de temps à éloigner ses femelles des voitures que de ses rivaux. Il a élu domicile à ce carrefour et garde tout le monde à l'œil. Tous les citadins le savent, la vie en ville implique souvent un manque d'intimité. Mais ce groupe restera soudé envers et contre tout. Les grues du Canada arrivent enfin dans la vallée de San Luis, au Colorado. Les champs de blé et d'orge sont devenus une source de nourriture importante pour elles, surtout depuis que les zones humides se sont raréfiées. Ce buffet à volonté est un bon lieu de rencontre. Pour les jeunes, c'est l'occasion de s'entraîner à la danse. Il leur faudra des années pour maîtriser ces mouvements, et ce n'est qu'ensuite qu'ils pourront trouver la grue avec qui ils passeront leur vie. Mais cette période d'abondance ne durera pas. La sécheresse sévit et les destins des grues et des agriculteurs sont liés. Les grues ont besoin du grain riche en calories que ces champs fournissent, mais tout repose sur une alimentation en eau en constante diminution. Ici, la vie dépend du manteau neigeux qui s'accumule dans les sommets des Rocheuses du Sud. Mais au fil des ans, il se réduit. Les dunes qui s'étirent au pied des monts Sangre et de Cristo sont un vestige d'un passé beaucoup plus riche en eau. Le sable des lacs, qui recouvrait autrefois cette vallée, forme aujourd'hui les plus hautes dunes d'Amérique du Nord. Elles s'élèvent à plus de 225 mètres. C'est un océan de sable, façonné par la force du vent et de l'eau. Les conditions sont extrêmes. En surface, le sable peut atteindre 65 degrés en été, tandis qu'au cours d'une nuit d'hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à -30. Aux abords de ces dunes, une petite créature commence sa journée. C'est un rat kangourou.
De nature timide, ce rongeur nocturne saute comme un kangourou et a l'allure d'un rat. Mais il n'est ni l'un ni l'autre. En revanche, il est remarquablement adapté à la vie dans le désert. Il est à la recherche de graines éparpillées sur le sable. Mais il ne les mange pas. Il les emmagasine dans ses abat-joues et les ramène ensuite dans son terrier. C'est une galerie complexe, dotée de salles séparées pour dormir et pour stocker les réserves de nourriture. Cette habitation souterraine est sa forteresse et il la défend coûte que coûte contre les intrus. Le jeune rat kangourou repart à la recherche de provisions. Mais sa quête l'éloigne de plus en plus de chez lui. Pendant son absence, un voisin curieux, attiré par l'odeur des graines, s'introduit dans son terrier. Quand le jeune rongeur revient sur les lieux, son voisin est toujours à l'intérieur. Il passe à l'action et chasse l'intrus hors de son terrier. La nuit a été longue, mais notre rat kangourou va enfin pouvoir profiter du confort et de la sécurité de son refuge. Alors que l'automne touche à sa fin, les grues entament la dernière étape de leur voyage. Elles suivent un itinéraire de vol ancestral à destination de leur résidence d'hiver au Nouveau-Mexique. Les grues du Canada font presque autant partie des Rocheuses que les pierres qui les composent. De mystérieuses formations de grès semblent jaillir hors des Badlands du Nouveau-Mexique. Les Navajos les appellent Deynazin, les grues debout. Un monument naturel en l'honneur de l'oiseau le plus ancien d'Amérique du Nord. Dans les Rocheuses du Colorado, l'hiver est en avance. Les premières bourrasques de neige de la saison laissent derrière elles une fine couche blanche. Et au lever du jour, les dunes sont métamorphosées. Pour les mouflons canadiens, la fin de l'automne marque un tournant. Les agneaux vont assister pour la première fois à un rituel impressionnant, à l'origine des luttes de pouvoir incessantes entre béliers. La saison du rut a commencé, et les mâles sont en concurrence pour obtenir le droit de se reproduire. La hiérarchie est souvent contestée et doit être constamment réaffirmée. Le cas échéant, ils emploient leur arme ultime, leurs grandes cornes incurvées. Au printemps, quand ils n'avaient que 2 semaines, les agneaux jouaient déjà à se battre de la sorte, singeant les luttes pour le rang social qui régiront toute leur vie. Ces béliers passent la majeure partie de l'année au sein de groupes de célibataires. Ils obéissent à une hiérarchie stricte et en grande partie déterminée par l'âge et la taille. Leur vie est entièrement tournée vers un objectif, et ils arrivent à présent au moment qu'ils ont attendu toute l'année. Un mâle est capable de déterminer si une femelle est prête à s'accoupler rien qu'en reniflant son urine. Il analyse son odeur en penchant la tête en arrière pour que ses phéromones atteignent un organe sensoriel situé sur la voûte de son palais.
Les femelles ne sont en chaleur que pendant 48 heures. Et au cours de cette période, les règles de vie habituelles des béliers passent à la trappe. Un mâle de haut rang veille au grain sur cette femelle. Mais il a face à lui un jeune bélier prêt à prendre tous les risques. Le frondeur sait qu'il ne gagnera pas en duel. Son but est de séparer la femelle du vieux mâle, juste le temps de s'accoupler. À son âge, c'est à peu près sa seule chance. Au bout du compte, ce sont majoritairement les mâles de haut rang qui arrivent à leur fin. Cette brebis porte presque à coup sûr la progéniture du vieux bélier. Le solstice d'hiver marque le jour le plus court de l'année et le changement de saison sur le calendrier. Mais dans le nord des Rocheuses, l'hiver est déjà là. Le gel s'est installé pour un long moment. La première grande tempête de la saison s'apprête à frapper la vallée de Yellowstone. Le troupeau de bisons brave le blizzard. Contrairement au bétail, ils avancent droit dans la tempête. Ils savent que de cette façon, ils auront plus vite fait de la traverser. Mais cela ne rend pas l'hiver moins rude. Les Rocheuses sont clairement à la hauteur de leur réputation. Notre jeune bison vit son premier hiver et il est déjà à la peine. Il a du mal à suivre sa mère. C'est une période difficile et elle est entièrement concentrée sur sa tâche. Elle laboure la neige à coups de tête pour accéder à l'herbe qui se trouve en dessous. Mais la tempête lui complique la tâche et réensevelit à toute allure ce qu'elle met au jour. Pourtant, il faut qu'elle se nourrisse. Non seulement elle a un petit à allaiter, mais comme beaucoup de femelles du troupeau, elle attend un bébé. Le jeune bison apprend, mais il n'est pas encore assez grand pour creuser la neige. Alors il s'en remet aux adultes. Aussi difficile que soit ce premier hiver, il n'est pas seul. Et il pourra compter sur son troupeau pour l'aider. D'autres n'ont pas cette chance. Ce jeune renard vit des moments difficiles.
Pourtant, il a grandi vite. Il est passé de l'enfance à l'âge adulte en seulement 6 mois. Mais contrairement au jeune bison, il est livré à lui-même. Son pelage hivernal le protège du froid, mais pas de la faim. Heureusement, il dispose d'une ouïe exceptionnelle qui lui permet de détecter ses proies sous la neige. Mais le bruit du blizzard la rend inopérante. Pourtant, il n'abandonne pas, malgré des conditions qui empirent. Chaque minute qu'il passe à traquer des proies dans la tempête lui fait dépenser de l'énergie. C'est une entreprise coûteuse. Il finit par renoncer. La neige continue de tomber toute la matinée et recouvre le troupeau de bisons. Décembre est l'un des mois les plus froids au Yellowstone. Les températures moyennes sont largement en dessous de 0. Les bisons sont faits pour affronter le froid. Leur fourrure hivernale est si épaisse que la neige s'accumule sur leur dos sans fondre. Et quand le ciel se dégage, les températures chutent. Il fait si froid que la vapeur d'eau se cristallise en l'air et crée un phénomène aux accents magiques appelé poudrin de glace. Au plus fort de l'hiver, les paysages se muent en désert sinistre. La plupart des ours ont déjà rejoint leur tanière. Mais dans l'ombre de la chaîne des Tétons, une légende joue les prolongations. Grizzly 399 et ses 4 oursons bien potelés bravent une neige épaisse dans les derniers jours de décembre. C'est une date extrêmement tardive pour n'importe quel ours, et encore plus pour une mère avec 4 petits. Mais celle-ci n'a que faire des normes et des limites. Elle déjoue tous les pronostics et trace sa propre route. Elle est la souveraine incontestée de cette région, et personne n'aurait l'audace de contredire la décision d'une reine. Elle marque une pause et jette un dernier regard à son royaume. Cette fois, elle est prête. Elle s'en va vers sa tanière hivernale, quelque part dans l'immensité de la chaîne des Tétons. Plus au nord, au cœur du parc de Yellowstone,
notre famille de bisons s'est mise à l'abri de la tempête au milieu de sources hydrothermales. C'est un répit bienvenu pour le troupeau en général et pour notre jeune bison en particulier. Ces sources d'eau chaude offrent non seulement de la chaleur, mais aussi une couverture neigeuse moins épaisse qui permet de brouter plus facilement. Détail intéressant quand on pèse 900 kg et que l'on se nourrit presque exclusivement d'herbe. Peu à peu, le jeune bison intègre les connaissances qui se transmettent de génération en génération. L'hiver offre son lot d'opportunités aux prédateurs. Les coyotes ont évolué aux côtés des loups. Et leurs cousins canidés ont aidé à faire d'eux les animaux polyvalents que nous connaissons aujourd'hui. Ils tirent leur force de leur capacité à alterner travail d'équipe et en solo. Une meute de coyotes a découvert une vieille carcasse de bison. Ils mangent ce qu'il reste de viande sur les os. Durant les mois d'hiver, la concurrence est féroce. La moindre nourriture attise les convoitises. Mais le pire prédateur de tous est peut-être l'hiver lui-même. La nuit appartient à d'autres chasseurs. Une femelle puma a découvert la carcasse. Et elle n'est pas seule. Il y a toute une famille. La mère entame son repas. Du haut de ses 6 ans, elle est dans la force de l'âge. Ses petits sont déjà grands, ils font la même taille qu'elle. L'un d'eux essaie de se joindre à elle, mais elle n'est pas d'humeur partageuse. Malgré tout, comme toujours, la persévérance finit par payer. C'est le dernier hiver de ces petits avec leur mère. Au printemps, ils vivront seuls. Il n'y a pas grand-chose à manger, surtout pour 3 pumas adultes. Il faudra qu'ils prennent rapidement une proie. Ils essaient de s'arracher la carcasse et finissent par se lancer dans une partie de tir à la corde. Mais ce bout de peau ne les mènera pas loin. Notre jeune renard s'est remis en chasse. Et cette fois, la météo joue en sa faveur.
Il a appris les bases de la traque et de l'attaque quand il était encore tout petit. Mais la vraie difficulté est de repérer le gibier. Comment chasser un animal qu'on ne voit pas? Sa proie se cache en profondeur. Il s'agit d'un campagnol. Il se cache dans son igloo souterrain. La neige forme une couche isolante qui le protège des rigueurs de l'hiver et des prédateurs. Enfin, presque. Le jeune chasseur manque d'expérience, mais il a toute la panoplie pour réussir. Les renards possèdent une ouïe extraordinaire. Ils sont capables de détecter une proie sous près d'1 mètre de neige. Ils entrent en alerte au moindre mouvement. Le renard a repéré le campagnol. Et d'un bond, il frappe. Raté. Cette technique s'appelle le mulottage. Comme tous les renards, celui-ci en maîtrise les principes. Il ne lui manque plus qu'un peu de pratique. Mais cette façon de chasser est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Les renards seraient capables de visualiser le champ magnétique terrestre. Lorsque la source du son émis par une proie s'aligne avec le nord magnétique, les renards triangulent la distance précise de leur attaque. C'est un bon début, mais il lui faudra plus d'1 campagnol pour manger à sa faim. L'aube approche dans cette vallée de l'ouest du Montana. Une femelle puma emprunte un chemin familier à travers la forêt. Mais elle n'est pas en chasse. Elle est déjà venue à bout de ses proies. Une mère wapiti et son faon. Elle a de quoi manger pendant plusieurs semaines. Elle a enfoui son butin sous une pile d'herbes et de brindilles pour le cacher aux charognards. Et ils sont nombreux dans cette forêt. Cette martre attend patiemment son tour. La prédatrice est repue pour la journée, mais elle reviendra bientôt. La nuit prend possession de la forêt. Une jeune femelle découvre les carcasses.
C'est le premier hiver qu'elle passe toute seule, et cette trouvaille est une aubaine. La propriétaire est de retour. Mais au lieu de chasser l'intruse, elle partage sa prise avec elle. Elles ont de lointains liens familiaux et l'aînée tolère la présence de la jeune femelle. On a longtemps cru que ce genre de solidarité entre prédateurs solitaires était impossible. Mais finalement, ces félins sont beaucoup plus sociaux qu'on ne l'imaginait. Au cours des semaines suivantes, la jeune femelle revient aux carcasses, encore et encore. Ce congélateur bien garni est une source de nourriture vitale pour elle. Il va lui permettre de passer l'hiver. Grâce à cette expérience, le jour venu, elle sera prête à partager à son tour l'une de ses proies. La dernière grosse tempête de l'hiver est en cours et recouvre son repas de neige, mais elle rechigne à l'abandonner. Cette jeune femelle a de la chance. Elle a élu domicile dans une zone protégée de l'ouest du Montana, à l'abri du développement et de la chasse. Autrefois, ces terres faisaient partie d'un ranch, mais depuis, elles ont été rendues à la nature sauvage. Ce type de restauration écologique a le vent en poupe à travers tout l'ouest du Montana. Après des décennies d'exploitation forestière, ces bois sont aujourd'hui protégés et accueillent des lynx et des carcajous. L'hiver arrive enfin à son terme. Les rivières et les lacs se libèrent. Avec le retour du beau temps, les tortues peintes de l'Ouest se hissent hors de l'eau pour se chauffer au soleil. Cet étang appartenait aussi à un ranch autrefois. Aujourd'hui, sa biodiversité et sa faune sont en plein essor, à commencer par ces tortues. Elles appartiennent à un clan ancestral. Leur lignée remonte à 15 millions d'années. Ce sont les jardinières de ce monde sous-marin.
En se nourrissant, elles redistribuent les matières organiques au fond de l'étang. Par leur action conjuguée, toutes ces petites tortues exercent une influence immense sur cet écosystème aquatique. Les chaudes journées de printemps ramènent les ours noirs vers leur lieu de baignade favori. Chaque ours a sa propre technique. Celui-ci est connu pour sa planche sur le dos. Il fréquente cette mare depuis plus de 10 ans. L'endroit est prisé et les ours défilent à tour de rôle. Les mères entament les leçons de natation au printemps et les poursuivent durant tout l'été. Parmi les espèces qui s'épanouissent ici, beaucoup ont été attirées par les opportunités qu'offrait cet habitat restauré. Notre jeune renard a trouvé une compagne. Et ensemble, ils ont eu des petits. À travers toutes les rocheuses, de nouvelles familles font leurs premiers pas hésitants dans le monde. Grizzly 399 s'est établi dans la partie nord du parc national de Grand Teton. Cet ours, pas comme les autres, défie une nouvelle fois les probabilités. Elle avance fièrement accompagnée de ses 4 oursons et s'apprête à passer une grande partie du printemps à proximité de la route. Cette famille est devenue célèbre. Au moins 22 grizzlies sont des descendants directs de 399 et le simple fait qu'ils soient en vie est une prouesse en soi. Il y a quelques dizaines d'années, en dehors de l'Alaska, les États-Unis comptaient moins de 800 grizzlies. Aujourd'hui, grâce aux mesures prises en leur faveur, ce nombre a plus que doublé. Grizzly 399 est devenu l'un des symboles de ce renouveau. Elle nous montre l'ampleur de ce que nous pouvons accomplir en offrant un minimum de protection à la faune et à la flore. C'est un message d'espoir. Nous pouvons réparer une partie des dégâts que nous avons causés et offrir un environnement protégé aux familles des montagnes rocheuses.